Hello, ladies and gentlemen. Bonjour, Good messieurs, dames. afternoon, good morning, Bonjour, good bonsoir, evening, wherever you are. où que vous vous trouviez. Je m'appelle Federico Blanco, je suis responsable d'unité d'évaluation et je suis ici avec mes collègues Nicole Petrowski de l'UNICEF qui va nous parler des résultats de la dernière estimation mondiale sur le travail des enfants qui a été publiée le 11 juin cette année. Je voudrais vous rappeler que nous avons un service d'interprétation disponible en français et en espagnol. Vous pouvez appuyer sur le bouton d'interprétation, comme vous le voyez sur la diapo. Je, Avant de continuer, je voudrais vous dire que je suis heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. C'est un travail collectif entre Allo et l'UNICEF. C'est un travail de longue haleine et c'est un rapport que nous produisons depuis plusieurs années. Il couvre les tendances jusqu'en 2024. Elles sont mises à jour tous les 4 ans. Et ce rapport suit les progrès mondiaux sur le travail des enfants. Et il montre certaines caractéristiques clés que nous observons au fil du temps. Il suit certains objectifs liés à l'élimination du travail des enfants dans le cadre des objectifs de développement durable. Et nous étions censés atteindre cet objectif en 2025. Et donc, ces estimations mondiales sont très importantes. Prochaine diapo. Donc, il est important de comprendre ce que nous voulons dire lorsque nous parlons du travail des enfants. Le travail des enfants ne concerne pas tous les travaux réalisés par des enfants. Il s'agit d'un travail qui est nocif et qui doit être éliminé. C'est là le cadre de mesure que nous utilisons pour nos estimations et nous l'utilisons depuis 2000, l'année 2000. Nous commençons en mesurant l'activité économique des enfants dans des tranches d'âge cibles de 5 à 17 ans. Il s'agit de la production de biens et de services pour le marché et de la production de biens consommation. C'est ce que nous appelons les enfants employés. Ensuite, nous mesurons les travaux ou les métiers dangereux. C'est une forme du travail des enfants qui est particulièrement nocif pour la santé, la sécurité des enfants. Dans le cadre de ce que nous appelons les métiers dangereux, il y a donc des métiers dangereux effectués par les enfants, des secteurs dangereux également, l'exploitation minière, la construction par exemple, et également les heures de travail longues. Ils sont, il s'agit des trois principaux critères que nous utilisons pour mesurer le travail des enfants. Si un enfant fait un travail dangereux, nous considérons cela comme un travail des enfants. Si un enfant qui travaille, n'importe quel enfant qui travaille de cette manière, relève de la catégorie du travail des enfants. S'il travaille 43 heures ou plus par semaine, c'est un enfant qui travaille. Ou s- si un enfant de 15 à 17 ans ne fait pas un travail dangereux, cela ne correspond pas au travail des enfants parce que c'est quelque chose de légal. Également, en bas à gauche, vous voyez ce carré. Il s'agit de services ménagers non payés dangereux. Il s'agit d'activités ménagères qui sont également nocives pour les enfants par rapport à leur capacité. Il s'agit de tâches qui sont souvent réalisées par des filles dans de nombreuses sociétés. Et donc, il est important
de les inclure et de les analyser dans nos estimations. Prochaine diapo. En ce qui concerne les méthodologies, les principales sources de données que nous utilisons sont les enquêtes auprès des ménages. Dans ce cas précis, 107 pays qui représentent 60% de la population mondiale d'enfants âgés de 5 à 17 ans. Nous utilisons toutes les sources de données possibles, notamment avec des enquêtes en grappes à indicateurs multiples de l'UNICEF, les sondages nationaux sur le travail des enfants avec le soutien de l'OML, également d'autres sondages auprès des ménages ou d'autres sondages auprès de la population active pour différentes tranches d'âge. Donc, nous utilisons toutes les sources que nous pouvons. Dans cette estimation particulière, nous avons utilisé les données disponibles de 2020 à 2024. Donc, 90%, pratiquement 90% des enquêtes que nous avons utilisées couvrent cette période. Maintenant, je vais vous parler des niveaux et des tendances. C'est là un résultat clé de l'estimation mondiale et elle nous donne un aperçu de l'année 2025, l'année lors de laquelle nous étions censés éliminer le travail des enfants. Mais la réalité, c'est que nous avons toujours 137 millions d'enfants qui sont en situation de travail et 54 millions d'enfants qui effectuent un travail dangereux. Donc, le message clé de cette diapo, c'est que nous n'avons pas atteint notre objectif, l'objectif 8.7 des objectifs de développement durable. Et donc, c'est ce qui est important sur cette diapo. De plus, en ce qui concerne la prévalence de ce problème, nous avons 7,8% de tous les enfants qui sont en situation de travail, un enfant sur 13 dans le monde, et 3,1% dans des métiers dangereux, c'est-à-dire un enfant sur 32. Voici les tendances. La dernière estimation mondiale couvre la période de 2020 à 2024. Et ce que nous voyons au cours des 4 dernières années, c'est que nous sommes revenus vers une trajectoire positive par rapport au nombre d'enfants qui travaillent ou qui font des travaux dangereux. Nous avons eu également traversé la pandémie qui a pu affecter les chiffres, mais en fait, nous avons réalisé des progrès importants pour réduire ces chiffres. Il est également intéressant de constater la tendance sur le long terme de 2000 à 2024. Ce que cette tendance nous montre, c'est qu'il y a de l'espoir, il y a des progrès. Si on se penche sur les 25 dernières années, le travail des enfants a diminué de pratiquement la moitié de l'année 2000 à 2024, dans un contexte où la population mondiale des enfants a augmenté de 230 millions. Et donc, ce résultat est vraiment très important. Prochaine diapo. Donc, voici différents scénarios qu'on va vous présenter. Et ce que cela illustre, c'est l'accélération qu'il faut réaliser pour éliminer le travail des enfants dans les délais impartis. Les progrès observés sont encourageants, mais pour vraiment atteindre l'objectif 8.7, c'est-à-dire l'élimination de toutes les formes du travail des enfants, nous devons agir de manière beaucoup plus rapide. Si
nous allons atteindre notre objectif d'ici 2030, nous devons agir 11 fois plus vite par rapport au progrès actuel. D'ici 2045, 7 fois plus vite, et d'ici 2060, 4 fois plus vite par rapport au progrès actuellement réalisé. Donc, il doit y avoir une accélération considérable de notre action contre le travail des enfants pour atteindre nos objectifs. Et donc, c'est un problème qui va être avec nous pendant plusieurs dizaines d'années si nous n'arrivons pas à accélérer notre action. Prochaine diapo. Maintenant, je vais vous présenter les niveaux et les tendances régionales. Et ce que nous avons observé au niveau des régions, c'est que la prévalence et les chiffres sont très différents dans différentes régions du monde. En Afrique subsaharienne, c'est là que la prévalence est la plus grande avec 21,5%. Et les chiffres absolus le plus élevé, 86 millions d'enfants qui travaillent. Donc, l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne, a davantage de travail d'enfants que toutes les autres régions combinées. Donc, c'est l'épicentre de ce problème mondial. Mais le problème est présent dans toutes les autres régions également, à différents niveaux, mais c'est un problème important malgré tout. Nous avons l'Afrique du Nord, l'Asie de l'Ouest avec 8,3%, l'Amérique latine, la région des Caraïbes à 5,5%, l'Asie centrale, l'Asie du Sud 3,4% et l'Asie de l'Est et du Sud-Est 3,1%, avec les chiffres absolus au-dessous. Maintenant, si nous parlons des tendances, nous voyons ici, il ne s'agit pas de chiffres absolus, mais il s'agit de tendances dans trois grandes régions du monde. Donc, du côté droit, nous voyons la prévalence depuis 2008, de 2008 à 2024, en Afrique subsaharienne, en Asie et dans la région du Pacifique, ainsi qu'en Amérique latine et dans les Caraïbes. Ce que nous observons, c'est que dans toutes ces régions, au cours des 4 dernières années, nous avons réalisé une grande réduction de la prévalence, et c'est donc très encourageant en Afrique, et cela est le contraire d'une tendance que nous avions observée auparavant. Les résultats de 2024 sont tout particulièrement encourageants. Et ce qu'il va être essentiel en Afrique subsaharienne, c'est qu'il faudra pérenniser ces progrès. Il faut que ce taux de prévalence continue de diminuer. Dans la région Asie-Pacifique, nous avons également obtenu une excellente réduction de la prévalence de 5,6% à 3,1%. Donc, c'est la plus grande diminution jamais enregistrée dans cette région. C'est vraiment une réduction considérable. Donc, les résultats en Asie sont vraiment extraordinaires. En ce- maintenant, dans la région Amérique latine et Caraïbes, la réduction est moindre que dans les autres régions. Lorsque nous notons les chiffres absolus, nous remarquons tout d'abord que l'Afrique subsaharienne, le chiffre reste le même, à 86,6 millions d'enfants entre 2020 et 2024. Et la raison, c'est que euh, les changements démographiques sont liés à cette situation. En Afrique subsaharienne, la population augmente, donc même si nous réduisons la prévalence, ce qui est très important, cela ne suffit pas pour que le chiffre absolu puisse diminuer. En Asie et dans la région du Pacifique, nous avons observé une grande réduction de 21 millions. Et donc la réduction au niveau mondial est surtout liée à la réduction qui a eu lieu en Asie. Dans la
région Amérique latine et Caraïbes, il y a eu une petite réduction de 8,2 à 7,3 millions d'enfants. Prochaine diapo. Ici, nous vous présentons quelques scénarios et nous demandons qu'est-ce qui se passerait si la prévalence restait constante, si elle restait identique au niveau actuel. Donc, c'est ce que nous voyons dans le premier scénario. Donc, même avec une augmentation démographique en Afrique, nous voyons les chiffres en Afrique en bleu foncé, ces nombres vont augmenter. Si la prévalence reste au même niveau, dans la région Asie-Pacifique, on passe de 28 millions à 20 millions si la prévalence reste la même. Et cela est dû au fait que la population des enfants diminue dans ces régions. Et en haut, on voit la région Amérique latine et Caraïbes. Cependant, si le rythme actuel reste le même jusqu'en 2060, nous pourrons bénéficier d'une réduction des chiffres. Bien sûr, la prévalence restera importante en Afrique subsaharienne, mais les chiffres seront inférieurs. Et dans un scénario optimiste, si nous agissons de manière très rapide, aussi rapidement que possible, cela donnerait lieu à une réduction très importante du travail des enfants à 30 millions d'enfants dans le monde. Donc c'est quelque chose de faisable et nous avons observé un tel rythme par le passé, nous avons pu agir rapidement par le passé. Donc c'est un scénario qui pourrait se reproduire par la suite. Je laisse maintenant la parole à ma collègue Nicole de l'UNICEF. Merci. Merci Federico. Donc parlons maintenant un petit peu plus des enfants. Quel est le profil des enfants astreints au travail des enfants aujourd'hui? Donc, sur cette première diapo, on voit la répartition des âges de ces enfants de 5 à 17 ans par région et par groupe de revenu national. Donc, nous pouvons voir que l'âge de ces enfants varie considérablement dans les différentes régions et à travers les différents groupes de revenus nationaux. Donc, vous voyez le total mondial à droite. Donc, plus de la moitié des enfants qui travaillent sont des enfants jeunes, des enfants âgés de 5 à 11 ans. Il s'agit d'un enfant sur 5. Il y a un enfant sur 5 qui travaille qui sont de jeunes adolescents et un enfant sur 5 qui travaille sont des adolescents plus âgés. Maintenant, si nous regardons cela au niveau régional, cette tendance est différente dans différentes régions. Donc, la plus grande partie des enfants, plus de 2 tiers des enfants qui travaillent en Afrique subsaharienne sont des enfants jeunes de moins de 12 ans. Maintenant, dans les différentes régions, nous observons que la proportion des enfants, la répartition des enfants dans ces âges qui sont plus jeunes représente moins de la moitié. Donc, ces jeunes enfants sont la plus grande partie de ce groupe d'enfants qui travaillent surtout en Afrique subsaharienne. Si nous regardons les progrès réalisés pour réduire le travail des enfants dans les différentes tranches d'âge, nous voyons que les progrès ont été plus lents parmi la population d'enfants plus jeunes. Donc cela a été difficile. Il a été difficile de réduire le travail des enfants parmi les plus jeunes. Du côté gauche, vous avez la prévalence et les nombres absolus d'enfants de 5 à 11 ans. Au milieu, vous voyez la prévalence et les chiffres absolus pour les enfants âgés de 12 à 14 ans. Et du côté droit, le graphique représente la prévalence et les chiffres absolus pour les enfants âgés de 15 à 17 ans pour les années couvertes, donc de 2008 à 2024. Et vous voyez sur le graphique du milieu et de droite,
il y a une réduction de la prévalence, une réduction du chiffre absolu, qui est très importante pour les adolescents de 12 ans ou plus, mais pour les enfants de 5 à 11 ans, nous voyons que la prévalence a monté et redescendu, donc c'est à peu près la même chose au fil du temps, et c'est la même chose pour les chiffres absolus, pour le travail des enfants parmi la tranche d'âge des enfants les plus jeunes. Lorsqu'on regarde l'intersection entre l'âge et le sexe, donc le pourcentage d'enfants qui travaillent par âge et par sexe, nous voyons que au fur et à mesure que les enfants grandissent, il y a davantage de travail des enfants chez les garçons que chez les filles. Donc pour les plus jeunes, de 5 à 11 ans, la prévalence du travail entre les enfants et les garçons est à peu près la même. Mais lorsqu'ils arrivent à cette période de l'adolescence de 12 ans ou plus, nous commençons à voir un grand écart entre les sexes. Donc les garçons sont davantage assujettis au travail des enfants que les filles pendant la période de l'adolescence. Et cela est tout particulièrement prononcé chez les adolescents plus âgés de 15 à 17 ans, car les garçons représentent 2 fois plus que les filles. Un autre facteur important, c'est que sur la prochaine diapo, on voyait les mesures de travail des enfants en fonction de l'activité économique, sans tenir compte des travaux ménagers ou des tâches ménagères. Donc, lorsqu'on prend en compte les tâches ménagères, nous voyons un changement au niveau des tendances entre les sexes parce que nous voyons qu'il y a davantage de filles que de garçons qui participent au travail lié aux tâches ménagères. Donc, voyons la proportion de ces enfants de 5 à 14 ans. C'est de 5 à 14 ans à cause de la disponibilité des données pour des différentes tranches d'âge et pour les différents sexes. Donc, vous voyez en bleu clair, c'est lorsque le travail des enfants inclut les tâches ménagères et en bleu foncé, c'est lorsque le travail des enfants n'inclut pas les tâches ménagères. Donc, vous voyez que la proportion des filles est légèrement plus élevée que celle des garçons. Voyons maintenant quelles sont les caractéristiques du travail des enfants. Donc, où se produit-il le plus souvent? Donc, le travail des enfants se concentre avant tout dans le secteur de l'agriculture. Mais cette proportion diminue au fur et à mesure que les enfants grandissent. Donc, vous voyez là la répartition par tranche d'âge et par secteur d'activité. Donc, en bleu foncé, c'est le secteur agricole. Donc, vous voyez que, en général, pour toutes les tranches d'âge, pour les garçons et pour les filles, une fois encore, le travail des enfants est surtout lié au secteur agricole. Mais une fois encore, cela diminue au fur et à mesure que les enfants grandissent. Lorsqu'ils arrivent à la fin de l'adolescence, nous voyons qu'une plus grande proportion d'enfants, garçons et de filles, participent au secteur industriel et au secteur des services. Ça, c'est à peu près le même graphique, mais avec la répartition régionale. Donc, une fois encore, le travail des enfants se concentre surtout dans le secteur de l'agriculture, surtout en Afrique subsaharienne, et il se produit souvent dans les régions rurales, les régions agricoles. Donc, nous voyons en Afrique subsaharienne, 70% des enfants sont dans le secteur agricole par rapport aux deux autres secteurs, mais dans certaines autres régions,
cela n'est pas tout à fait la même chose. Par exemple, en Amérique latine et dans les Caraïbes, 46% des enfants qui travaillent sont dans le secteur agricole, 16% dans le secteur industriel et 37% dans le secteur des services. Donc, les tendances régionales, la répartition régionale n'est pas la même dans toutes les régions. Penchons-nous maintenant sur le travail dangereux. Lorsque nous analysons ce type de travail, nous voyons qu'il touche les enfants de tous âges, mais surtout les adolescents plus âgés, les 15 à 17 ans. Donc, il y a 10 millions d'enfants, c'est-à-dire un enfant sur 5 enfants de 15 à 17 ans qui effectuent des travaux dangereux. Nous avons environ 30 millions d'adolescents moins âgés, de 12 à 14 ans, qui effectuent des travaux dangereux. Donc, il s'agit d'un enfant sur 4. Et nous avons plus de la moitié des enfants qui font des travaux dangereux, qui sont donc dans cette période de l'adolescence. Maintenant, lorsque nous nous penchons sur les différents secteurs où les travaux dangereux sont effectués, cela ne concerne pas un seul secteur. Il y a un travail dangereux des enfants dans l'agriculture, dans le secteur industriel et dans le secteur des services. Nous voyons que dans la majorité, les travaux dangereux sont courants dans le secteur industriel et dans le secteur des services. Cela représente presque la moitié du travail des enfants. Et le secteur des services peut être classé comme dangereux. Et 2 tiers du travail dangereux est réalisé dans le secteur industriel et 1 tiers dans le secteur agricole. Dans le nouveau rapport également, nous avons analysé l'impact du travail des enfants sur leur aptitude à aller à l'école et à réussir à l'école. Donc, ce que nous avons constaté, c'est que le travail des enfants augmente considérablement la probabilité qu'un enfant n'ait pas la possibilité d'aller à l'école. Donc, vous voyez la proportion des enfants qui ne vont pas à l'école, les enfants de 5 à 14 ans, dans l'ensemble, par sexe et par région. Donc, dans l'ensemble, nous voyons que environ 31% des enfants qui travaillent ne vont pas à l'école. 47% des enfants qui font des travaux dangereux ne vont pas à l'école. Et 8% des enfants qui ne travaillent pas ne vont pas à l'école. Donc, ceux qui font des travaux, notamment des travaux dangereux, sont davantage susceptibles de ne pas aller à l'école. Bien sûr, nous voyons la même tendance entre les filles et les garçons. Nous voyons que les niveaux sont un petit peu plus élevés euh, parmi les garçons. Et si nous examinons les régions, nous voyons cette tendance également. Les enfants qui travaillent et ne vont pas à l'école, la prévalence est très importante en Asie, dans la région du Pacifique. 42%, donc presque la moitié des enfants qui travaillent ne vont pas à l'école. Nous avons également une tendance similaire lorsqu'on s'intéresse aux, aux adultes. Si on regarde les pourcentages des adolescents qui ne sont pas scolarisés ou qui ne sont pas euh, en situation de travail des enfants, 40% des adolescents qui n'ont pas été en situation de travail des enfants ont été scolarisés en comparatif avec les adolescents qui n'ont pas été scolarisés. Alors, ce sont des adolescents qui n'étaient pas en situation de travail, qui sont plus susceptibles à continuer et, et avec leurs études. Et dans notre dernier rapport, nous avons été en mesure de créer une analyse qui s'intéressait aux données provenant de plusieurs
grappe des services d'environ 40 pays qui disposaient des données contre le travail des enfants, contre le travail des enfants, mais également des données et quant aux capacités d'apprentissage. C'était un module donc qui a été intégré dans les clusters, dans les sondages avec des clusters, avec des indicateurs, des sondages qui ont été menés avec auprès des enfants jusqu'à 17 ans pour comprendre les capacités présentes chez ces enfants. Nous avons été en mesure d'analyser ces indicateurs et nous nous sommes rendus compte que les enfants qui avaient été en situation de travail des enfants ont connu un impact non seulement d'être en situation de scolarisation, mais également pour ceux qui se trouvaient en milieu de scolarisation, mais qui avaient des activités de travail, leur rendu académique a été impacté. Voilà ce qui est illustré par ces lectures grâce à ces graphiques. Alors, je me tourne maintenant vers Federico qui va nous donner quelques commentaires de clôture quant à cette présentation. Merci, Nicole, merci. Et, euh, et oui, le rapport maintenant. Le rapport, euh, il se limite à des discussions spécifiques. Ce n'est pas Oui, nous avons des informations, mais il est important que ces informations nous donnent l'occasion de, 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 de marteler l'importance des macropolitiques nécessaires pour s'attaquer au travail des enfants. Euh, le message étant, il n'y a pas un projet en silo qui va apporter un progrès à l'échelle nécessaire. Plutôt, nous voyons l'intégration du travail des enfants dans un domaine plus vaste de politique pertinente au travail des enfants. Les impératifs en matière de politique, je me répète, sont très clairs. Nous avons aujourd'hui ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire passe par l- l'escol- l- une scolarisation de haute qualité obligatoire, protection contre le travail des enfants. Cela passe par la ratification des conventions internationales, adoption de politiques interdisant le travail des enfants, y compris ces structures de supervision du travail des enfants enracinées dans les systèmes de surveillance. Et intégrer les systèmes d'éducation doit se faire de façon à avoir une bonne transition qui va permettre justement un, le respect suffisant des prérogatives des enfants. Alors, nous avons qu'il y a un nombre important d'enfants dans le monde entier qui ne sont pas scolarisés. Et pour celles et ceux qui sont déjà en milieu scolaire et qui travaillent en même temps, cela, comme nous l'avons vu, cela entrave sa capacité pédagogique. Alors, la rétention des enfants est essentielle. Nous avons vu ce qui s'est passé avec le Covid, par exemple. Nous n'avons pas vraiment vu l'augmentation du travail des enfants dans certaines régions. Pourquoi? Parce que il y a des régions qui ont développé des systèmes de protection sociale qui protègent justement les enfants entre les âges concernés pour le préserver au niveau de foyer. Nous nous intéressons également à la vulnérabilité des foyers qui peut mener à une situation de travail des enfants. Si dans les foyers, il y a une incertitude quant à l'avenir, cela peut enclencher une, euh, une mesure prise de la part des foyers pourrait être envoyer l'enfant travailler. Nous devons démocratiser l'accès aux services de base. Je je, je pense évidemment à la santé, mais également aux services de base, à savoir l'accessibilité à de l'eau potable, à l'électricité. Un nombre important d'enfants dans le monde entier n'ont pas un accès démocratisé à l'eau potable, à des services tels que l'électricité.
Et il y a des millions d'enfants qui sont intégrés et qui participent à des activités de collecte d'eau. Et c'est donc quelque chose qui devrait nous occuper. Et lutter contre le travail des enfants euh, passe également par les opérations commerciales et les chaînes d'approvisionnement. Et il faut s'intéresser aux violations, aux écarts qui peuvent exister au sein de la chaîne commerciale de façon à ce qu'on puisse avoir des sociétés et des corporatifs qui s'intéressent à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement pour être libres du travail des enfants. Et également important, donner la priorité aux initiatives visant à lutter contre le travail des enfants, et tout en particulier le travail dangereux et notamment parmi les plus jeunes enfants jusqu'à 17 ans, mais également euh, nous, nous devons, nous sommes tous d'accord que le travail, la convention, les conventions de travail dangereux doivent cesser. Cette convention a été ratifiée universellement et Et cela envoie un engagement très fort au pays pour lutter contre le travail des enfants, notamment le travail dangereux. Diapo. Et, alors, les impératifs de ces politiques sont très clairs. Nous savons bien ce qu'il faut faire. Or, le mélange des choses qui doivent se faire sont très dépendants et très dépendants du contexte local. Une politique ne va pas marcher aussi bien que dans un pays que dans un autre. Alors, nous devons donc regarder les politiques au niveau régional et même sous-régional. Dans plusieurs régions dans le monde entier, nous commençons à travailler avec les référents nationaux en créant des modèles de risque qui s'intéressent justement au niveau régional, qui ventilent les informations par rapport euh, aux données sous-régionales. Et les ressources sont donc essentielles. Nous voyons donc l'envergure du défi que nous avons devant nous. Nous devons aller plus rapidement. Et pour ce faire, nous devons avoir des ressources disponibles, y compris l'assistance pour le développement, mais c'est également une mobilisation des ressources au niveau national. Et, et finalement, nous devons travailler ensemble. Aucun acteur ne pourra réussir à éliminer le travail des enfants en travaillant en silo. Le mouvement international demande la participation de tout et chacun, la société civile, le gouvernement, les employeurs, les ONG, les académiques. Toutes les parties prenantes sont nécessaires à, à- à la réussite de nos opérations. Pour nous attaquer à ce phénomène, nous avons observé une réduction importante lorsque nous travaillons ensemble et comment nous pouvons faire un changement important dans les décennies à l'avenir, main dans la main. Un grand merci de votre attention et nous sommes disponibles et pour toutes vos questions. Merci. Merci, nous sommes désormais ouverts à toutes vos questions. Nous avons 20 minutes pour répondre à vos questions et je vois d'ores et déjà des questions qui ont été posées. Je vais juste prendre 2 petites minutes pour pouvoir regarder les commentaires qui auraient été posés sur la discussion. Alors, nous allons répondre en priorité les questions posées sur la rubrique questions et réponses. Première question, existe-t-il des données sur les facteurs les plus importants qui ont contribué à réduire le travail des enfants au cours des 25 dernières années en Asie? Oui, vous voulez que je réponde à la question? Oui. Alors, basiquement, nous avons fourni dans notre rapport une série de corrélations qui sont très
corrélée au travail des enfants. Moi, je parle de la réduction de pauvreté, la protection sociale, le PIB, la croissance, la couverture des services pour les enfants et l'éducation primaire sont des facteurs à noter. Nous voyons une tendance logique, cohérente dans l'Amérique latine et en Asie, et qui montre une régression du travail des enfants. Ce sont des régions où la croissance économique a été assez forte, où la protection sociale a gagné du terrain et où l'éducation a également fait des grandes avancées. Alors, à l'échelle internationale et au niveau régional, nous pouvons voir ces facteurs qui entrent en jeu. Il y a eu également un progrès important dans l'Afrique subsaharienne, mais les niveaux sont assez différents, dans le sens où ça implique que il y a encore des défis importants qui pourraient expliquer la persistance du travail des enfants dans l'Afrique subsaharienne. Euh, le niveau de pauvreté qui sont à l'auteur de 36%. Il y a une protection sociale assez limitée. Et ce sont des indicateurs qui nous montrent un écart. Alors voilà les explications que nous pouvons fournir dans notre rapport. Bien évidemment, il est très difficile d'essayer d'expliquer une tendance internationale. Alors parfois, dans le contexte de nos coopérations avec les pays, nous faisons une analyse pour essayer de comprendre quels, euh, quels sont les facteurs qui peuvent entraver un contexte en spécifique. L'accessibilité est importante dans ce contexte, mais dans ce contexte, il est important de prendre en compte les facteurs économiques, le conflit, les catastrophes naturelles. Nous avons toutes, nous connaissons ces informations et ces déterminants peuvent s'explorer uniquement grâce aux données contextualisées. Alors voilà ma réponse initiale. Je ne sais pas si Nicole voudrait apporter des éléments de réponse supplémentaires. Oui, merci. Alors je peux répondre à la question suivante. Et je vois la question qui est, avez-vous ventilé les données par handicap pour les enfants participant à l'étude? Quel pourcentage d'enfants handicapés étaient impliqués dans le travail des enfants? C'est une réponse complexe. Il y a une Il y a un module développé en partenariat avec l'UNICEF qui évalue les données des fonctionnements des enfants qui peuvent être intégrés dans des sondages avec plusieurs clusters. Et, et les sondages qui ont mis en œuvre ces modules de fonctionnement des enfants, mais également des informations quant au travail des enfants, et c'est possible d'analyser des données pour pouvoir explorer la proportion des enfants atteints d'un handicap qui sont en situation de travail. Et nous avons bien souvent, on regarde un référencement, on analyse, on compare ces informations euh, car on attend à se voir une certaine tendance émerger. Alors, dans notre dernier rapport, nous euh, regardons le travail des enfants d'un prisme d'handicap. C'est quelque chose qui a déjà été étudié par l'UNICEF par le passé. Nous avons par exemple le rapport publié par l'UNICEF en 2021. Nous avons un rapport international avec les données disponibles qui sera mis à jour dans les jours à venir. Il y aura un webinaire en fait organisé par l'UNICEF où nous allons présenter les estimations des données et afférentes aux données des enfants atteints d'un handicap en situation de travail.
Et c'est quelque chose qui a déjà été analysé dans d'autres contextes. Nous pouvons également partager le lien pour que vous puissiez accéder à ces publications. Nous allons partager le lien sur la discussion. Il y a une question également. L'équipe a-t-elle considéré la mendicité des enfants handicapés et non handicapés comme faisant partie du travail des enfants dans vos études? Et je donne la parole à mon collègue pour répondre à la question. Oui. Alors, le cadre principal pour la mesure de travail des enfants, la mesure statistique était la conférence internationale contre le travail des enfants et sa résolution établit comment faire la transition des conventions aux indicateurs statistiques et la mendicité a été mentionnée dans cette résolution. Alors, mendier, le fait de mendier, ce n'est pas considéré comme, euh, comme une source de travail. Cela peut être considéré comme une conséquence. Pourquoi? Car les troisièmes parties se servent des enfants pour mendier et à leur place. Il y a donc une espèce de contrôle dans ce contexte. Alors, dans l'estimation mondiale, c'est une thématique qui, 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 qui ne se qui n'est pas intégré dans nos sondages. Alors, nous avons eu nous avons organisé des recherches pour faire des estimations du nombre d'enfants en situation de mendicité à l'échelle internationale. Alors, ceci dit, cela ne veut pas dire que, que cette activité est exclue de notre portée d'études. Euh, ils sont Ce sont des enfants. N'oublions pas que nous utilisons des données issues de foyers. Si les enfants sont sabrés, c'est difficile d'avoir donné ces informations. Alors, non, ce n'est pas ciblé dans notre recherche. Il est très important néanmoins de reconnaître notre cadre de statistiques de travail des enfants et les autres méthodologies utilisées pour calculer ces chiffres. D'autres méthodologies pourraient être plus pertinentes pour comprendre ce qui se passe dans un contexte en particulier, des méthodes qualitatives qui pourraient nous permettre de comprendre davantage cette thématique très importante. Merci. Une autre question? Existe-t-il une analyse exhaustive des résultats des plans d'action nationaux mis en œuvre par les pays d'Afrique subsaharienne? On s'attendait à ce que le plan soit intégré à tous les domaines clés du travail des enfants. Est-ce le cas? Euh, alors moi, je suis pas bien placée pour répondre à cette question, mais je peux vous dire qu'il y a des cadres politiques déjà mis en place, que le plan d'action national en prend compte. Et plus intégré, le cadre le plus intégré et avec les autres cadres déjà existants euh, font preuve d'une synergie importante. Et les plans d'action nationaux sont très importants parce qu'ils sont parce qu'ils ils ont une approche plus peaufinée vis-à-vis de la problématique. Et il n'y a pas un plan d'action national qui va éliminer le travail de des enfants, mais en développant ces considérations et les intégrant dans le plan d'action national et l'intégrant à son tour dans les autres cadres de développement nationaux, cela peut avoir une résolution positive. Il y a une autre question qui se lit, que faut-il faire à l'intersection entre le travail des enfants, l'agriculture et l'économie formelle? La plupart du travail des enfants se passe dans l'économie informelle.
Voilà où est-ce que je vois la tendance évoluer. Pourquoi? Parce qu'il y a une plus grande proportion d'enfants qui travaillent, par exemple, dans l'agriculture. C'est l'entrée au travail des enfants. Et voilà pourquoi c'est la raison pour laquelle nous observons cette tendance si persistante entre cette tranche d'âge. Pour répondre à la deuxième partie de la question, que faut-il faire? Il y a plusieurs choses à faire. Alors, je vais vous donner juste un exemple, à savoir la formalisation et des salaires décents. Nous devons essayer, et il y a un certain nombre d'initiatives qui s'intéressent à la formalisation, à l'employabilité dans le secteur de l'agriculture, où les personnes sont payées un salaire correct qui va permettre justement d'avoir un moyen de subsistance pour le foyer. Dans plusieurs contextes, notamment dans les secteurs de l'agriculture, ils sont assez mal payés, avec une réglementation assez précaire. Il y a une situation donc forte pour apporter des membres de la famille au système de travail. Euh, lorsqu'il y a... C'est une réalité dans le monde de l'agriculture. La formalisation doit donc s'installer, accompagner des politiques visant à augmenter la productivité et la formalisation du secteur de l'agriculture et il demande une force de travail importante et tout est articulé. Euh, il y a des facteurs externes, à savoir l'éducation, les dynamiques du marché. Parfois, il peut y avoir des enfants qui travaillent car les alternatives éducatives ne sont pas suffisamment robustes pour que la famille les considère intéressantes. Et donc voilà, il y a plusieurs choses qui sont associées à cette thématique et qui devraient être analysées, mais c'est une thématique très importante. Oui, un commentaire et réaction qui parle de l'union et de plaidoyer pour ce type de changement et augmentation des salaires et ainsi de suite. Oui, c'est un point très important. Les synergies entre les différents fondamentaux, si on parle d'une situation d'handicap, c'est une forme justement qui demande notre attention. C'est un droit fondamental au travail qui n'est pas articulé, car les personnes maintenant sont mieux organisées et les droits se font entendre. Maintenant, nous pouvons mieux négocier en tant que travailleurs ces conditions de travail qui entourent pour améliorer la situation pour la famille et terminer avec une situation de travail des enfants. C'est donc bien établi. Et il y a des associations en général qui s'attaquent par ce biais au travail des enfants. Alors, il nous reste juste minutes de plus. Il y a une question qui parle des données et désagrégées et, et les facteurs de réduction. Quel est le principal facteur de réduction dans les régions où nous avons connu les plus forts progrès, Asie-Pacifique? Et, alors, quelle région est les principales contributeurs au progrès que nous avons vu la portée du progrès atteint dans cette région, mais c'est également vu l'échantillon de la population dans une région à forte densité démographique. Et il y avait une question euh, quant aux déterminants du travail des enfants qui était intégré dans le rapport.
Alors, et qui n'ont pas été intégrés, des facteurs qui n'ont pas été évoqués pendant la présentation, oui, tout à fait. Et des facteurs tels que la pauvreté et le PIB, par exemple, ce sont des choses qui pourraient être intéressantes pour les considérer comme tendance et indicateurs ventilés par région et qui pourrait établir une corrélation euh, entre la région et le travail des enfants. Nous allons intégrer ces informations, bien évidemment, dans les données du rapport. Alors, nous essayons de centrer l'analyse dans notre rapport sur des thématiques claires. Nous essayons d'avoir un rapport assez simplifié et simple à lire avec des messages clés et mis en avant. Euh, Nous avons privilégié une analyse plus pertinente et synthétique plutôt que d'avoir des centaines de pages. Nous avons présenté la tendance actuelle à l'échelle internationale et nous avons donc fait une synthétisation plus euh, pertinente de toutes les données. Et une dernière question. Les dernières, le, le- les derniers niveaux de la chaîne d'approvisionnement et les partenaires externes, comment ils peuvent favoriser la situation de travail des enfants. Euh, Frédérico, oui, alors il faut être clair. Le travail des enfants existe. Il existe, il est bien enraciné dans la chaîne d'approvisionnement. Il est très difficile également de, de résoudre la problématique de la chaîne d'approvisionnement. Euh, Nous avons des services sec- sectoriels où nous savons que où le travail des enfants est plus fort. Et il y a des zones de la chaîne d'approvisionnement qui connaissent une, moins de travail des enfants. C'est donc difficile d'établir une homogénéisation de la chaîne d'approvisionnement. Néanmoins, dans notre rapport de bonne diligence pour les corporatifs, il était question de, euh, de cette thématique. Nous avons généré de meilleures pratiques à suivre et nous estimons qu'il est très important que cette bonne diligence se fasse de façon systématique de la part des corporatifs. Alors, je ne sais pas si cela répond à la question, mais, mais oui, nous appuyons cette initiative. Alors, nous arrivons à l'heure, nous avons essayé de répondre à toutes les questions possibles. Alors, je viens de partager le lien vers le rapport sur la discussion Zoom. Et toutes les personnes qui se sont enregistrées à ce webinaire vont recevoir les liens de suivi pour et l'enregistrement, les diapositives utilisées pendant ce webinaire. Vous allez recevoir toutes ces informations par email. Et je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier de votre participation aujourd'hui. Un grand merci à vos partenaires, à l'OIT, et pour votre coopération à la création de ce rapport. Cela a été un parcours formidable. Et un grand merci de cette coopération, un grand merci de votre temps aujourd'hui et au nom de l'UNICEF et de l'OIT. Merci de votre participation et je vous souhaite une excellente journée.